Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous de la réinformation qui sera exceptionnellement préenregistré en ce 11 novembre où nous allons tous penser à nos ancêtres morts ou revenus de la Première Guerre mondiale et éventuellement à ceux qui sont morts ou revenus des autres guerres menées pour la France ces dernières années. Au moment où, comme Jean-Pierre Raffarin il y a plusieurs années, notre nouveau gouvernement envisage de supprimer le caractère férié de cette date pour, je cite, financer la solidarité nationale, et oui, c'est-à-dire offrir des aides sociales aux immigrés et des RTT aux syndicalistes de LFI, nous en profiterons pour réfléchir au symbole que représente encore cette date dans l'imaginaire des Français. Faut-il en finir avec le 11 novembre ? Cette date n'a-t-elle plus aucun sens ? Réponse dans un instant. International ensuite, donc pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis la nuit du 5 novembre, j'ai une nouvelle importante. Donald Trump a gagné l'élection présidentielle. Oui, ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Et il l'a gagné, pas qu'un peu, puisqu'il avait, au dernier pointage, 292 grands électeurs contre... 312. 312 maintenant. Bon, alors ça a encore augmenté. Contre 224, alors ça a peut-être augmenté un petit peu aussi, pour Blablabla Harris et 5 millions de voix de plus qu'elle, malgré un matraquage médiatique résolument hostile à notre peroxydé préféré et 2 tentatives d'assassinat. Donc Trump redevient président des États-Unis. Quelles leçons devons-nous en tirer ? Quelle inspiration ? Quelles conséquences pour la France ? Là encore, nous en discuterons dans quelques instants. Parenthèse bucolique, ensuite, avec une promenade en province, dans les méandres du Berry, dans la France de Sauté, de Gabin, de Blondin, de René Fallet, à Sceaux, à Gambade, à cheval, à mobilette. Y a-t-il des choses à faire en province ? Y a-t-il des gens en province ? Peut-on vraiment vivre en dehors de Paris et de sa petite couronne ? Nos explorateurs répondront pour vous à ces angoissantes questions. Retour à la politique et à Paris enfin, avec le gouffre des dépenses publiques et les solutions de Polémia. Est-ce que c'est un institut ou une fondation ? C'est l'association pour une fondation, un réservoir de pensée. Think tank, comme on dit chez Donald Trump. Réservoir de pensée, donc Polémia, dont le 10e forum de la dissidence va se tenir en partenariat avec Radio Courtoisie ce samedi 16 novembre et où vous êtes chaleureusement et courtoisement invités à vous rendre. Pour évoquer tous ces sujets avec Claudia aux manettes, nous avons le plaisir d'accueillir les poilus de la réinformation avec Thomas Morales, écrivain, Philippe Ménard, pardon Philippe, directeur de directeur de Politique Magazine, Xavier Van Liert, journaliste, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Et, chers auditeurs, malheureusement, vous ne pouvez pas participer en direct à cette émission aujourd'hui, mais vous le savez, vos courriers, vos appels sont toujours bienvenus. Vous pouvez écrire à courtoisie@rc.fr vos impressions, vos questions, vos coups de gueule, et je les lirai avec soin et éventuellement nous en lirons quelques-uns à la prochaine émission. Alors, premier sujet, le 11 novembre. Le 11 novembre a-t-il encore une valeur quelconque en France ? Donc, pour ceux qui l'auraient oublié, le 11 novembre commémore la fin de la Première Guerre mondiale, donc ce jour de 1918, où, après 4 ans de guerre, 18 millions de morts, 21 millions de blessés, et bien à 5h45, dans la forêt de Rotonde et dans le wagon-salon du maréchal Foch, un ministre allemand qui s'appelait Erzberger, a signé l'armistice qui marquait donc la fin des combats de la Grande Guerre. Et depuis une loi de février 2012, qui ne me semble pas du tout idiote, ce ne sont plus seulement les morts de la Première Guerre mondiale, mais l'ensemble des morts pour la France qui sont célébrés ce jour-là. Pour autant, la commémoration et surtout son caractère férié donc sont régulièrement remis en question. On se souvient, ou en tout cas moi je me souviens, que Jean-Pierre Raffarin avait envisagé de le supprimer, ce jour férié. Et aujourd'hui, la mesure est reprise par le ministre du Budget, donc, qui s'appelle Laurent Saint-Martin. J'avoue, j'ai découvert son nom à cette occasion. Et le ministre de l'Économie et des Finances, qui s'appelle Antoine Armand. Et ils sont soutenus par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et cette idée donc, sera bientôt débattue au Parlement. Alors, pour ces gens, je le disais en introduction, la suppression de la célébration du 11 novembre contribuerait à financer, SIC,
la solidarité nationale. Alors voilà, je vous le demande, est-ce qu'à votre avis c'est pertinent et faut-il supprimer le 11 novembre Thomas Morales, est-ce que le 11 novembre alors moi, évoque quelque chose pour vous? Je suis un peu le chroniqueur buissonnier et nostalgique, donc je vais rameuter mes souvenirs personnels, mes souvenirs d'enfance. Voilà, hein. Je ne vais pas vous faire une analyse politique ou historique sur le 11 novembre, juste que je suis né en 74, donc j'ai eu 50 ans cette année, et je suis peut-être c'est peut-être ma dernière génération qui a été élevée par des grands-parents, parce que nos grands-parents nous ont beaucoup élevés, et dont la Première Guerre mondiale était évidemment un drame, mais moi je me souviens de ma grand-mère, elle ne se souvenait, elle était née en 17, donc elle n'avait pas connu la Première Guerre mondiale, mais sa culture, sa formation, les souvenirs de son père, on baignait encore dans les années 80, quand j'étais un jeune garçon, on baignait encore dans ce souvenir-là. C'était très, très prégnant. Bien plus quasiment que la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle avait vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a vécu évidemment l'occupation, mais elle avait en tête les récits de son père, les héros de la Grande Guerre, de l'aviation et de l'aviation civile aussi, c'était incroyable. C'était quelqu'un qui avait une grande admiration pour les pilotes. Et moi, plus prosaïquement, quand j'étais à l'école laïque, je suis allé à l'école laïque, à la communale, en classe de CE1 ou de CE2, le jour du 11 novembre, toute notre classe se réunissait au pied du monument aux morts, avec les autorités préfectorales, et les anciens combattants avec les médailles sur les... C'était et personne n'aurait loupé cette journée-là pour rien au monde. On partait avec nos anoraks, vous voyez, des années 70, rouge-vert. Et c'était quelque chose de très important, et un cérémonial qui nous a aussi formés intellectuellement. Certains avaient l'occasion de prendre la parole avec un micro qui grésillait. Donc on a beaucoup de souvenirs. Donc il est presque charnel, vous voyez, ce 11 novembre. Ah bah, je suis bien d'accord. Jean-Yves Le Gallou, un mot sur le 11 novembre? Oui, pour moi, le 11 novembre, c'est important aussi sur le plan des souvenirs personnels. Mes deux grands-pères, pardon, parce que je suis d'une génération plus ancienne que la vôtre, ont fait la guerre de 14. C'était des souvenirs. Enfin, il y en a un qui est mort d'ailleurs quelques années plus tard des suites d'une maladie des poumons à cause des gaz, que je n'ai pas connu, et l'autre que j'ai connu, c'était le plus beau jour de sa vie, c'était le 11 novembre. Parce qu'il s'était payé 4 ans dans les tranchées, c'était quand même quelque chose d'assez rude. Ça, c'est pour le côté personnel. Je dirais que sur un plan politique, supprimer le 11 novembre, c'est extrêmement fort sur le plan symbolique, parce que qu'est-ce que c'est que le monument aux morts du 11 novembre? Qu'est-ce que c'est qu'un Français de souche? Un Français de souche, c'est quelqu'un dont le nom est inscrit sur les monuments aux morts du 11 novembre. Et je pense que ce n'est pas innocent si on veut supprimer ce souvenir-là, parce que c'est la dernière grande référence, finalement. La guerre de 40, qui est plus récente, mais pas tant que ça, finalement, puisque c'est 20 ans après. La guerre de 40, elle est quand même finie, ou la guerre de 45, elle est finie depuis 75 ans, 80 ans. La guerre de 14, depuis 100 ans. C'est pas très, très différent, finalement. Elle a, paradoxalement, concerné moins de monde. 1 400 000 morts pour la guerre de 14, 400 000 pour la guerre de 39-45. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on veut supprimer, en France, bien sûr, cet élément de la mémoire collective française, avec un argument totalement stupide, parce que des économies, on en parlera tout à l'heure. Absolument. Moi, je peux vous dire que je vais en trouver d'autres que celles consistant à supprimer le 11 novembre. Alors, cela dit, on voulait aussi supprimer la Pentecôte il n'y a pas si longtemps. Oui, absolument. Ça fait partie des mêmes... Mais c'est des ruptures de tradition. Oui. Parce que, indépendamment, effectivement, la Pentecôte, indépendamment de l'aspect religieux, catholique, c'est un jour, un week-end qui sert pour des réunions de famille. Et donc, ce n'était pas innocent de supprimer ça. Et de même, le 11 novembre, c'est quand même une réunion de mémoire, on va dire. Oui, et puis c'est aussi effectivement la transmission de la tradition, de l'histoire de la famille avec les grands-parents. Personnellement, j'ai aussi eu un de mes grands-pères, en tout cas, avec lequel j'allais au pied du monument aux morts, comme disait Thomas Morales, c'est-à-dire effectivement, et on écoutait la petite fanfare, on écoutait le discours du maire, le discours de 2-3 anciens combattants, et on rentrait et on feuilletait les livres. Alors, c'est vrai que ça devient de plus en plus loin. Moi, j'ai des petits-enfants.
la guerre de 14, pour eux, c'est les grands-pères du grand-père. Quoi. Oui, voilà, mais donc, on y reviendra tout à l'heure. On finit un peu le tour de table, mais il y a la question quand même d'aujourd'hui célébrer simplement les morts pour la France, qui est aussi un point. Xavier Van Lierde ou Philippe Ménard, un mot sur le 11 novembre. Xavier. Je trouve, je suis tout à fait d'accord, c'est absolument pas anodin et c'est quand même assez incroyable que dans cette époque où il y a des célébrations permanentes de tout et de rien. Vous avez remarqué, mais il y a des journées de la femme, des journées sans tabac, des journées sans gras, des journées pour ceci. Il y a la journée du clitoris. Je suis désolé d'être graveleux et trivial, mais c'est vrai. C'est pas encore férié, cela dit. Il y a des journées pour ceci, des journées pour cela, des célébrations, des commémorations permanentes. Et donc, dans ce monde de trop plein de célébrations, on supprimerait celle du 11 novembre. Ça me semble extrêmement symptomatique d'une chose. En fait, je pense que le 11 novembre catalyse tout un tas de choses que l'époque déteste. Au fond, parce que qu'est-ce que c'est que le 11 novembre ? Les dominants de l'époque. Oui, les dominants de l'époque détestent. Alors, les dominants de l'époque détestent quoi ? Le 11 novembre, c'est quoi ? C'est l'héroïsme. C'est le sens du tragique et c'est aussi la paix. C'est-à-dire qu'il y a un amour de la paix. C'est-à-dire que le 11 novembre, ça vient rappeler qu'il faut absolument tout faire quand même pour maintenir la paix sur notre continent européen. C'est aussi une date qui rassemble, paradoxalement, qui vient rassembler les Européens, puisque c'est la fin de la boucherie qui était comme une sorte de suicide et on se rappelle qu'on s'est bêtement entretués entre cousins. Notre époque, les dominants de l'époque préfèrent... la guerre idéologique, la guerre messianique, l'écrasement des autres et non pas la concorde. Ils préfèrent les victimes. Et puis, je l'ai dit avec toutes ces célébrations, ils aiment bien le festivisme, la légèreté, la fête. Enfin, c'est tout ce qu'a très bien vu l'écrivain Philippe Muret. Alors que le 11 novembre, oui, ça vient rappeler que l'histoire est tragique, que la vie peut être tragique. Et c'est un événement qui donc a un fort sens historique, mais aussi politique en quelque sorte. Voilà. Et tout ça est congédié. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils veulent congédier ça. On aura la fête du roller. La fête du roller pourrait survivre avec ces gens-là à la fête du 11 novembre. Voilà ce que je pense de tout ça. Et c'est scandaleux. Enfin, moi, ça me scandalise. Philippe Ménard ? Non, moi je suis très content. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que d'un côté, on nous explique aujourd'hui que pour sauver le système social, il est nécessaire de supprimer le 11 novembre. On nous avait expliqué aussi qu'il fallait peut-être rajouter une fête, un jour férié musulman au nom de l'inclusion. Donc là, c'est absolument fascinant de voir la manière dont on fait basculer cette mémoire. Pour rebondir sur ce que disait Xavier Van Lierde, il y a une chose aussi qui est spécifique au 11 novembre, c'est qu'on a mis la pâtée aux Allemands. C'est-à-dire, c'est le couple franco-allemand qui est directement visé par ce 11 novembre. C'est ma prochaine question. Oui. La fête du 8 mai, on peut toujours dire que ce n'est pas les Allemands qu'on a battus, c'est les nazis, puisque maintenant, dans le récit, les Allemands sont vierges des crimes nazis, alors que les Français sont évidemment entièrement responsables de tous les crimes de Cro-Magnon dans l'occupation. Le fait que des Allemands soient en train de nous occuper et de nous opprimer n'est rien par rapport à la honte qui doit nous recouvrir des pieds à la tête. Mais le 11 novembre, là, on rappelle que c'est quand même bien les Boches, les Schleux, voilà, les Dorifort qui étaient en face de nous, avec leur empereur en train de nous massacrer après avoir massacré les Belges. Et donc, ça fait vraiment partie de la chose. Mais est-ce que c'est passé de mode ? Eh bien, vous savez que par ailleurs, j'aime bien la bande dessinée. C'est incroyable le nombre de bandes dessinées qui paraissent sur la guerre de 14-18 et où on exalte les vertus des poilus. Il y a quelques années, Jacques Tardy s'était fait le héros en fait de la guerre de 14-18 avec un parti pris un peu gauchiste, dire on exaltait le poilu anonyme de base contre évidemment l'encadrement, sans vouloir voir que l'encadrement républicain était effectivement exécrable, mais donc il y avait aussi des raisons idéologiques au fait que l'encadrement était mauvais. Aujourd'hui, on exalte tout le monde, les poilus de base. Les sous-officiers, les officiers normaux et les officiers supérieurs ont droit à une espèce de regain d'intérêt dans la littérature populaire et même dans certains jeux vidéo. Donc il y a un imaginaire guerrier et patriote qui ressurgit, si j'ose dire, parce que c'est devenu quelque chose de fantastique. Il y a même une bande dessinée qui se passe pendant la guerre de 14-18 avec des dragons. Et donc maintenant, 14-18 n'est plus quelque chose de honteux ni quelque chose qu'on doit oublier. C'est un continent imaginaire qui est en train d'être redécouvert, soit d'une manière
effectivement fantastique, soit d'une manière extrêmement émotive et sensible, et où les gens sont stupéfaits de cette capacité des Français à s'être sacrifiés pour eux. Et ça revient évidemment. C'est pas des romans publiés chez Gallimard, hein, mais c'est tout à fait surprenant parce que ce sont des bandes dessinées qui sont pas des marchés de niche. C'est publié par de grandes maisons d'édition et ça a un succès certain. Donc, je crois qu'il ne faut pas enterrer trop vite le 11 novembre, même si LFI en parle peu. Oui. Alors, j'ajouterais, en parlant de mémoire vivante, déjà, je conseillerais aux auditeurs de Radio Courtoisie un livre qui s'appelle Journaux de tranchées, qui avait été publié il y a longtemps déjà par Jean-Pierre Thurberg aux éditions Italiques, qui est un livre somptueux, magnifique, avec tout un tas de petits journaux, des journaux d'apprentis journalistes, en fait, qui ont fait des journaux, les journaux de tranchées, et qui racontaient leur quotidien à travers des 12 pages, des 5 pages, des 3 pages, des 4 pages plutôt, vraiment drôlement bien fait, avec les conditions de l'époque, et ça raconte absolument toute cette aventure des journaux de tranchées, parmi lesquels on trouvait des gens qui sont devenus de grands journalistes par la suite. Alors le nom m'échappe, mais le fondateur du Canard enchaîné. Enfin, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est un très beau livre. Et un petit souvenir personnel qui est extrêmement récent, qui est ma fille, qui est allée au Puy du Fou avec 2 copains. Et elle me racontait que ce qu'ils ont trouvé le plus impressionnant dans tous les spectacles de reconstitution, c'est la bataille de Verdun. Dans les tranchées de 14. Dans les tranchées de 14. Qu'ils ont tracé en courant tellement ils ont été pris par le réalisme de l'événement et que, objectivement, s'ils devaient retenir un seul spectacle, une seule reconstitution, c'était Verdun, et avec le sol qui tremble, avec la poussière et les bombes et les explosions. Et voilà, c'est-à-dire que des enfants peuvent encore comprendre la portée phénoménale de ce conflit, encore une fois, mais que nos politiques donc, ne semblent pas ressentir aussi bien que des enfants de 12 ans. Et un des éléments, c'est un peu ce qu'évoquait Philippe Ménard, et c'est pas un vieux maurassien comme lui qu'on va la faire, mais on nous explique qu'à l'heure de la réconciliation franco-allemande et de l'Europe, cette fête n'a plus de sens. Alors je ne sais pas si... Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de notre camarade, parce que j'ai beaucoup lu Tardy et j'aime ce dessinateur, mais effectivement, il a traité la Première Guerre mondiale d'un point de vue, on va dire, plus ou moins gauchiste, et le côté patriotique est passé complètement à l'as. Mais c'est la même chose. C'est peut-être le côté célinien, non ? Oui, mais peut-être un peu célinien, ouais. Mais il a fait exactement un peu la même chose avec Léo Mallet. Donc c'est lui qui a remis en selle Léo Mallet, les aventures, les enquêtes de Nestor Burma, pour les premiers tomes sont assez bons, mais pour polisser un peu le personnage de Burma. Oui, c'était un on connaît, oui, c'est plutôt un nanar, et Mallet a une écriture un peu plus rude, plus ouverte. Il a un peu gommé ça. Et les deux s'entendaient bien parce que Léo Mallet a dû sa renaissance grâce à Tardy. Sans Tardy, il vivait quasiment un peu misérablement. Et oui, je voulais juste ajouter, peut-être c'est le dernier moment où il y a une concorde nationale, et peut-être on cherche souvent un creuset où toutes les classes sociales pourraient se retrouver. C'est très difficile aujourd'hui. Depuis mai 40, c'est plus possible. Les élites sont déconsidérées. Il y a un problème avec les élites. Peut-être que la Première Guerre mondiale, c'est l'endroit où, un de vos invités l'a dit, où un fils de paysan et un fils de grand bourgeois vont se rencontrer dans le sang et dans les tranchées. Il y a très peu de cas dans l'histoire récente, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on va dire sur un siècle et demi, où on trouve ça. Donc déjà, en France et en Italie aussi, d'ailleurs, c'est la camaraderie des tranchées qui a mis fin à l'utopie communiste, en grande partie, parce que les gens se sont dit, en fait, la lutte des classes est un échec total, puisque l'ouvrier et le paysan et l'officier, encore plus, au lieu d'aller égorger, de s'entretuer entre les prolétaires et les bourgeois, s'unissent pour aller se battre contre les ennemis de la France. Et idem en Italie, etc. Et une des raisons, d'ailleurs, du fait que la guerre de 14, ils ont tenu, suivant l'expression de l'époque, c'est que les pertes des officiers et des sous-officiers étaient supérieures à celles des hommes.
alors qu'une partie des officiers étaient naturellement dans les états-majors, qui à l'époque n'étaient pas atteints par les drones. Mais il y a eu des pertes plus élevées chez les officiers et chez les officiers. Par conséquent, ils pouvaient obtenir des hommes ce qu'ils offraient eux-mêmes. Oui, complètement. Alors, cette question donc, de la réconciliation franco-allemande, Xavier Van Lierde. Non, moi, je rajoutais quelque chose, parce que ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on s'interroge sur les jours fériés qu'il faut faire sauter, on pense, donc, nos élites, nos dirigeants pensent spontanément au 11 novembre, ils pensent pas au 8 mai, et ça me fait penser au fait qu'il y a quand même une forme de compétition, en quelque sorte, dans la place qu'occupent les tragédies guerrières de notre mémoire, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme on peut le constater, je pense qu'il y aura consensus là-dessus, une sorte d'hypermnésie de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une sorte de référence et de point nodal vers lequel, c'est comme si notre mémoire, même pour analyser, on voit quand on doit analyser les relations géopolitiques, tout de suite on dit c'est Munich, hein, vous êtes des Munichois, parce que dès qu'on est pour la paix, on a des Munichois. On n'est jamais ramené à l'attentat de Sarajevo et aux mois ou aux semaines qui précèdent le déclenchement du premier conflit mondial, lorsqu'il est question de cela. Et je pense que la suppression du 11 novembre participerait d'un renforcement de cette hypermnésie de la Seconde Guerre mondiale que je vois pas du tout comme quelque chose de positif, parce que au fond, la Première Guerre mondiale pour la France, c'est du patriotisme, c'est de l'héroïsme, c'est de la fierté, alors que la Seconde Guerre mondiale, concorde. en gros, ça va nous laisser le choix entre être soit des victimes, soit des salauds. Et au fond, c'est le rôle qu'on aime bien nous attribuer, quoi. Soit des victimes, soit des salauds, et que donc on devrait s'accrocher vraiment à défendre ce 11 novembre, qui représente à la fois un désir de continuité historique, des filiations, des lignées familiales, et voilà. Et d'union nationale, surtout. Et d'union nationale, comme vous l'avez dit. Et c'est vraiment pas neutre qu'on s'acharne sur ce 11 novembre, après l'avoir déjà pas mal travesti, d'ailleurs. Giscard avait voulu supprimer le 8 mai. En commémorant le 8 mai, la fin de la guerre, avec le 11 novembre. Et évidemment, c'était un pas qui n'a pas duré. Il l'a franchi, mais ça n'a pas duré. Voilà. D'accord. Et donc, nos Allemands, moi, je vis. J'ai compris la question. Excusez-moi, je la précède, mais parce que vous l'aviez déjà formulée tout à l'heure. Oui, 3 fois. Pour moi, le 11 si quelqu'un veut bien répondre. Pour moi, le 11 novembre, je n'en ai pas une lecture germanophobe du tout, mais il est vrai que je suis d'origine belge, donc on a un peu un pied entre les deux, même s'ils n'ont pas été très sympas sur le territoire belge, bien plus qu'en France, nos amis teutons. Pour moi, vraiment, le 11 novembre, c'est l'armistice, c'est la réconciliation, c'est la fin d'une guerre de famille, voilà, d'une querelle de famille absolument épouvantable et d'un suicide de la civilisation européenne. Vraiment, mes propres grands-parents et arrière-grands-parents, pour ceux que j'ai brièvement connus, insistaient sur ce point. Plus jamais ça. C'est-à-dire que le plus jamais ça de la Première Guerre mondiale, c'est plus jamais de guerre sur le sol européen, plus jamais de querelle comme celle-là. C'est un autre plus jamais ça. Je reviens du coup à la compétition mémorielle. Il y a un autre plus jamais ça qui naît de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est d'une autre nature. Plus jamais ça, c'est plus jamais les nations, plus jamais les traditions. Voilà, je préfère le premier, sincèrement. Philippe Ménard, un mot là-dessus ? Non. Voilà. Tout a été dit. Très bien. Dit. Voilà. Alors pour conclure, est-ce que selon vous, puisque on nous dit que les morts de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, précisément, il n'y a pas de survivants, est-ce que l'idée de rendre cela comme le jour commémoratif de tous les gens, tous les soldats, tous les Français et même les familles de ces soldats tombés pour la France vous semble judicieux ? Oui. Pourquoi pas ? C'est là, emballer, c'est peser. Allez, sujet suivant. Encore une fois. Non, parce que il n'y a pas de raison de ne célébrer que les guerres du XXe siècle. Voilà, il faut aussi célébrer Fontenoy, Azincourt, Crécy. Voilà. En fait, il y a une immense cohorte de gens de pied et de chevaliers qui se sont levés depuis Clovis jusqu'à aujourd'hui. Et eux, on ne les célèbre jamais. Sans oublier Charles Martel. Et Charles Martel, effectivement, qui les a arrêtés à moitié. Et donc, vous avez des accents de Jacques Perret, Philippe Ménard, bravo. La première fois que mes parents m'ont emmené à Paris, alors que j'étais encore, je suis toujours belge d'ailleurs, mais je vivais en Belgique à l'époque, le premier monument que nous avons visité avec mes parents, c'était les Invalides. Et j'étais vraiment fasciné, le musée de la guerre et les Invalides. Et j'ai toujours pensé depuis que les Invalides, c'était vraiment le lieu
de la réconciliation nationale, parce qu'il y avait des soldats de toutes les guerres de France, et donc c'était une réconciliation, une filiation. Enfin, j'ai ressenti réellement la France dans sa continuité, dans son essence, alors que je devais être âgé de, je sais pas, 12-13 ans, et c'était vraiment un lieu formidable, et ça devait être, je pense, un des grands lieux de mémoire français, finalement, au-delà de tous les autres, eh bien, ce sont les Invalides. Voilà. Il y a Verdun aussi. Ah, Verdun, absolument. Verdun, où il y a d'ailleurs, où il y a dans le mémorial, extrêmement impressionnant. Il y a différentes nationalités et différentes religions. Oui. L'ossuaire de Douaumont, c'est tout à fait impressionnant. Alors, écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel maintenant sur le 11 novembre qu'il ne faut pas supprimer. On passe à l'international avec Trump. Donc, au cas, comme je le disais tout à l'heure, où certains vivraient dans une grotte, Trump vient donc de gagner la présidentielle américaine, victoire très nette, victoire sans bavure, qui ne l'a d'ailleurs pas remise en question. Donc c'est dire si ça doit être un bon résultat. Hein. J'imagine que c'est indiscutable. Il a l'air d'être avoir tendance à remettre en question les résultats, Monsieur Trump. Il trouvait que le décompte allait forcément être frauduleux. Et là, apparemment, c'est vraiment clair, il n'y a pas eu de fraude. Donc, non, il y a peut-être eu de la fraude, mais ça n'a pas changé le résultat. Et il n'y a pas eu de fraude de dernier moment, puisque l'écart, si vous voulez, dans la fraude, il y a deux formes de fraude. Il y a la fraude de fond. En période tranquille, vous fraudez un petit peu. On fraudouille. Il y a on fraudouille, voilà. Et puis, comme dans le Berry. Il y a la fraude de sauvetage. Quand vous voyez que vous allez perdre et que, en bourrant les urnes, en amenant des votes par correspondance, vous changez le résultat. Mais je pense que cette fraude-là, elle n'a pas eu lieu parce que l'écart était tellement important que, contrairement à 2020, où c'était extrêmement serré, l'écart étant tellement important que la fraude ne pouvait pas changer la donne. Donc là, on est, si j'ai bien au dernier pointage, donc 312 grands électeurs pour Trump, 224 pour Kamala Harris, oui. 71,8 millions de voix pour Trump, 67 pour Kamala Harris. C'est quand même un différentiel assez indiscutable. Alors, il y a un côté réjouissant, c'est-à-dire sur les plateaux de télé, rare, on se serait parce que il est fréquent que quand il y a une victoire républicaine, ce n'est pas toujours une victoire républicaine, c'est une victoire républicaine en nombre d'électeurs, mais pas forcément une victoire présidentielle républicaine. Oui. C'est une victoire en nombre de délégués par État, mais pas forcément. En 2016, Trump n'avait pas gagné ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire que sur l'ensemble des États-Unis, son adversaire a fait plus que lui, alors que là, il a 5 millions de voix d'avance. Alors, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie que quand Jean-Yves Le Gallou parle d'une victoire républicaine, il ne parle pas d'une victoire citoyenne, comme en France, mais d'une victoire des conservateurs américains. Du parti républicain américain, voilà. Mais vous ne dites pas que c'est une morale républicaine ou des valeurs républicaines et une victoire républicaine. Voilà. C'est la victoire des conservateurs du parti républicain américain. Voilà, je ne voudrais pas que vous soyez compromis avec des termes immondes et que nous condamnons fermement sur Radio Courtoisie. Donc, voilà, on se serait cru on se serait cru le 21 avril 2002 quand on a vu la tête de nos commentateurs politiques. Alors, vos impressions, est-ce que Philippe Ménard ou Thomas Morales, la victoire de Trump, est-ce que... Ce qui est intéressant dans la victoire de Trump, beaucoup l'ont dit, mais ça vaut le coup de le redire, c'est que il a fait une campagne qui n'était pas raciste, contrairement à celle de Kamala Harris. C'est-à-dire, quand on le présente en France, on explique que c'est un suprémaciste blanc, phallocrate, etc. Il a progressé dans tous les segments de l'opinion américaine, tels que les racistes américains ont l'habitude de les décomposer, c'est-à-dire en les séparant par classe d'âge, en les séparant par sexe et en les séparant par origine ethnique. Visiblement, les Américains ont considéré qu'il y avait quelqu'un qui était raciste, c'était Kamala Harris, qui fait des promesses électorales aux Noirs et qui admet qu'à l'intérieur de la cohorte de ses militants, il y ait des sous-groupes identifiés et revendiqués comme tels, comme par exemple les hommes blancs pour Kamala Harris. Donc avec vraiment une partition racisée de son électorat. Mais il n'y avait pas ça chez Donald Trump. Et Donald Trump aussi est censé être le candidat de l'argent. Tous les journaux passent leur vie à expliquer qu'il est milliardaire.
Kamala Harris a dépensé 3 fois plus de blé que Donald Trump. Bon, quand on va pouvoir me chicaner sur les 3 fois plus, mais Donald Trump a moins dépensé que Kamala Harris. Résultat, lui n'a pas acheté l'élection, visiblement, puisqu'il a moins dépensé. On nous a expliqué aussi que c'était un phallocrate, un macho, voilà. Et alors que Kamala Harris défendait les femmes et les droits reproductifs. Les droits reproductifs signifient le droit à l'avortement dans la novlangue. Il est intéressant de regarder que les républicains, eux, ont dépensé environ 200 millions de dollars à défendre les femmes, notamment en attaquant le transgenrisme qui exige que les hommes qui se sentent femmes soient envoyés dans des prisons de femmes où ils peuvent commettre des déprédations sexuelles, ou que les hommes qui se sentent femmes participent d'une manière générale à toute la vie féminine, et la chose que les femmes, en fait, dans leur majorité, ne supportent pas. C'est ce combat féministe que Donald Trump a choisi. Et enfin, cerise sur le pompon, Donald Trump est le premier président américain à choisir une femme comme chef de cabinet. Voilà. Donc, tout ce que la gauche nous dit et tout ce que les démocrates au sens américain nous disent de Trump, dans les faits, n'était pas vrai. Et chose stupéfiante, aussi, on nous a expliqué que c'était quelqu'un qui insultait les autres. Il s'est quand même fait traiter d'Hitler, ce qui me paraît être une insulte. Mais quand Kamala Harris explique, compare Donald Trump à Hitler, c'est une analyse fine et intelligente de son adversaire. Alors que quand Trump explique que Kamala Harris est idiote, là, c'est une insulte absolument insupportable. Et sexiste. Et donc là aussi, les Américains se sont souvenus d'un truc dont les journalistes ont du mal à se rappeler. En fait, Trump a déjà gouverné pendant 4 ans et en fait, il s'est rien passé, quoi. Mais là, il va se passer quelque chose. Que va-t-il se passer, Jean-Yves Le Gallou ? Il ne s'est rien passé, sous-entendu, la démocratie n'a pas chancelé, quoi. On nous explique que la démocratie chancelle en permanence. La plupart des éditoriaux aujourd'hui sont en train de nous expliquer qu'on est en train de sombrer dans la grande nuit de l'autoritarisme et de la dictature. Là, pour le moment, Trump a été élu, normalement. Ses troupes sont en train de gagner le Sénat, normalement. Avec un peu de chance, ses troupes gagneront aussi le Parlement, normalement. Il y a plus de gouverneurs républicains que de gouverneurs démocrates, normalement. Et les États où on a organisé des référendums sur l'avortement, il y a plus d'États qui ont choisi de pouvoir avorter que de ne pas avorter. Donc, y compris des États républicains. Donc, en fait, la démocratie se porte bien aux États-Unis, en tout cas. En France, c'est un peu différent. Jean-Yves Le Gallou ? Oui, moi je pense que le deuxième mandat de Trump sera probablement très différent du premier. Pour le premier, il n'avait pas toutes les mallettes, il n'avait pas la Cour suprême, il n'avait pas la majorité réelle dans les assemblées, puisque même les élus républicains, beaucoup étaient encore, on peut dire, des paléo-républicains, des paléos du système de l'État profond. Et il s'est entouré dans son gouvernement d'hommes qui venaient aussi de l'État profond. Je crois qu'il ne va pas recommettre cette erreur. Et il a commencé déjà, il a placé comme chef de son administration, c'est-à-dire l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée, si on transpose en France, il a choisi une femme qui a été sa directrice de campagne, donc qui vient de son entourage le plus proche. Et il va, je pense, s'appuyer aussi pour gouverner sur des gens qui ont des personnalités fortes et qui est distincte de celles de l'État profond. Je pense à Robert Kennedy Jr., qui est un adversaire de l'État profond, qui est un adversaire de Big Pharma et qui va sûrement avoir des responsabilités. Et je pense évidemment à Musk, qui est un personnage absolument à la fois extravagant et extraordinaire, et qui a joué un rôle déterminant dans la bataille, puisque alors qu'en 2020, Twitter censurait Trump, là, Twitter a d'abord pris beaucoup d'audience et a laissé tout le monde parler, y compris Trump. Les démocrates aussi. Et y compris les démocrates. Et si vous voulez, c'est là qu'on voit que Musk est très cohérent avec lui-même. La thèse de Musk, c'est qu'il faut défendre la liberté d'expression. Et donc, si vous allez sur Twitter, vous avez la possibilité de faire en dessous d'un tweet des notes de la communauté qui vont critiquer le tweet. Et il y a un certain nombre de tweets de Musk
où il y avait des notes de la communauté qui disaient non, c'est faux pour telle ou telle raison, et que Musk a tout à fait laissé exister et prospérer. Et je crois que la grande leçon, et pour nous c'est particulièrement important à Radio Courtoisie, la grande leçon politique de cette élection, c'est peut-être la première élection dans le monde, peut-être que je me trompe, où ce ne sont pas les médias de grand chemin qui ont été déterminants. Les médias de grand chemin ont été d'une hostilité incommensurable à Trump et d'une servilité non moins incommensurable avec Kamala Harris. Mais Trump a quand même gagné parce que Trump, il a fait campagne sur les médias alternatifs dans toute leur pluralité. Il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les podcasts. Il a un de ces derniers radios associatives, justement, les radios associatives, voilà, mais qui existent en nombre assez grand. Et l'une de ses dernières interventions, c'était pas sur CNN, c'était sur un podcast d'un dénommé Rogan qui a eu 15 millions de voix. Et donc, c'est une victoire des médias alternatifs. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de journalistes qui se rendent compte. Il y a un journaliste qui a déclaré, on n'est plus le quatrième pouvoir. Je crois que c'est Patrick Cohen. Cohen a essuyé ses larmes en disant on n'est plus le quatrième pouvoir. Non. Il y avait aussi Laurent Saïm qui s'étonnait de voir justement Kamala Harris faire la tournée des popotes, c'est-à-dire tous les gros médias, les médias de masse, et elle s'étonnait énormément de voir Trump précisément sur les réseaux sociaux et dans les médias associatifs alternatifs, comme Radio Courtoisie. Mais... Je voudrais ajouter quelque chose sur Laurent Saïm. C'est une journaliste qui vient du monde politiquement correct, puisqu'elle était dans la campagne de Macron en 2017, qui a couvert la campagne américaine sur le terrain avec, je trouve, une grande objectivité dans le traitement de l'information. Elle disait ce qu'elle voyait. Effectivement, elle a souligné cela, mais elle a souligné beaucoup d'autres choses intéressantes. Et on est souvent très sévère pour les médias de grand chemin. Moi-même, je fais une émission toutes les semaines sur TV Liberté pour faire une analyse critique des médias, pour dire que cette journaliste-là, elle a fait un vrai travail très intéressant. Écoutez, une fois n'est pas coutume. Un mot, Philippe Ménard ou Xavier Van Lierde. Alors j'ajoute quand même que sur les médias alternatifs, cette victoire de Trump n'est pas la première. Parmi les toutes premières, on a en Pologne la victoire du parti Droit et Justice avec une radio qui s'appelle Radio Maria. On a eu également en Espagne un parti, les conservateurs dont j'ai oublié le nom, qui ont gagné grâce à une radio qui s'appelle Libertad. Et Trump, en 2016, avait déjà gagné et ça avait créé un choc. Il avait vraiment gagné avec le réseau des radios associatives conservatrices américaines. D'où d'ailleurs, après 2016, après le Brexit, après la victoire de Trump, la tentative de censure, relativement réussie quand même, des réseaux sociaux. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Il y a quelque chose de jouissif. Oui. De voir la débandade des médias, l'unanimisme des médias. Il y a quelque chose, la gueule de bois. Bon, ça, c'est pas totalement désagréable à observer. Et puis, on a quand même oublié quelque chose. La campagne de Trump, c'est une campagne sur l'emploi. Une campagne protectionniste. Oui. Sur la réindustrialisation ou l'industrialisation galopante de l'Amérique. C'est l'amateur de voitures qui nous parle. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces mots-là dans la bouche d'un homme politique français. Vous voyez ce que c'est, des usines, avec des ouvriers, avec des villes où on peut... Et justement, est-ce que vous pensez que toute cette ceinture, c'est Détroit dans le Michigan, je crois, où il y a beaucoup de... oui, c'était une des dans le Michigan. Des grandes villes industrielles, notamment pour la construction de voitures. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va se redresser ? Est-ce qu'on peut imaginer une réindustrialisation américaine ? On peut s'inquiéter surtout des constructeurs européens. Oui, qui vont être mis... Et des quelques difficultés qu'ils vont avoir. Beaucoup de constructeurs européens font, par exemple, fabriquer leurs voitures au Mexique. Est-ce que les voitures fabriquées au Mexique par les constructeurs européens pourront être exportées aux États-Unis ? Normalement, je crois que légalement, c'est possible, mais Trump a commencé quasiment un bras de fer, notamment avec le groupe Stellantis, c'est le groupe Fiat et Chrysler. Il a beaucoup de marques américaines, Chrysler, Dodge, Ram et Peugeot. Donc bon... Mais ça fait partie des choses effectivement importantes, parce que est-ce que l'élection de Trump, en soi, effectivement, c'est réjouissant, parce que c'est une victoire du politiquement... contre le politiquement correct, mais est-ce que pour la France, c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on peut, d'un point de vue, s'inquiéter et d'un autre point de vue, en tirer des leçons bénéfiques pour nous ? C'est une mise en cause du mondialisme.
Alors évidemment, si nous, on reste dans le mondialisme, alors que les autres en sortent, ça ne va pas très bien se terminer pour nous. Mais c'est une mise en cause du mondialisme, c'est une démarche, on peut dire, nationaliste et protectionniste. Philippe Ménard. Alors, pour ce qui est du mondialisme, il faut quand même bien se rendre compte que la Chine fait partie de l'OMC depuis plus de 20 ans, et donc ça fait plus de 20 ans qu'on a droit à des politiques protectionnistes au niveau mondial. Ceux qui ont... Enfin, je ne vois pas qui, aujourd'hui, en France ou dans l'Union européenne, pourrait encore croire que la Chine n'a pas violemment soutenu son industrie et son commerce d'une manière totalement protectionniste aux dépens de l'intégralité du reste de la planète. Donc ça veut dire que la Chine a toujours été protectionniste, même une fois qu'on l'a admis dans les circuits. Et quant à Joe Biden, avec l'IRA, il a fait l'une des mesures les plus protectionnistes qui soit, avec d'ailleurs un effet remarquable et immédiat de désagrégation de ce qui restait d'énergie et d'industrie en Europe. Donc, pour ce qui est du protectionnisme, évidemment, Trump va continuer dans le droit fil de ce qu'avait fait Biden, qui lui-même avait continué la politique de Trump, donc qui lui-même d'ailleurs avait continué la politique hyper protectionniste des Américains depuis des années, voilà, qui utilisent ne serait-ce que la puissance exorbitante du dollar pour faire à peu près ce qu'ils veulent sur la planète. Je voudrais revenir sur un point de ce que vous disiez, Pierre-Alexandre. Évidemment, on peut toujours se réjouir du fait que les gauchistes pleurent. Il est tout aussi évident que l'Amérique a décidé d'être une superpuissance au détriment de l'Europe, et que dans l'Europe, en plus, la France ne pèse plus rien. Donc, il y a peu de chances que ce soit quelque chose qui nous soit favorable. Je voudrais revenir encore plus en arrière sur les médias alternatifs. Kamala Harris aussi les a beaucoup utilisés. Il y avait même des articles il y a quelques semaines où la presse de grand chemin, comme dirait Jean-Yves, se plaignait amèrement du fait qu'elle n'avait pas obtenu toutes les accréditations auxquelles elle estimait avoir droit, parce que ces accréditations avaient été données à des youtubeurs, à des tiktokers, et donc à des influenceurs numériques très jeunes qui, eux, avaient eu droit à ce qu'on leur déroule un tapis rouge, pendant que les gens des journaux sérieux attendaient dans l'antichambre. Et donc, les deux candidats ont vraiment joué, en fait, les médias alternatifs. Là où Trump a joué différemment, c'est qu'il est allé rencontrer les médias alternatifs de droite qui sont, aux États-Unis, beaucoup plus puissants que les médias alternatifs de gauche. Et donc, il est allé rencontrer le roi des podcasts, à qui il a accordé 3 heures d'interview, et Kamala Harris a refusé de le rencontrer. Voilà. Donc, autrement dit, c'est pas une philosophie de la presse de grand chemin contre les médias alternatifs, c'est que les démocrates sont allés chercher en fait des influenceurs qui n'étaient pas les bons, et qui n'étaient pas les bons parce que ce ne sont pas eux qui sont écoutés par le petit peuple, les bas-fonds, les déplorables, les ordures, garbage, comme dirait Biden, par les gens qui en fait sont les perdants de la mondialisation. Kamala Harris est allé chercher des influenceurs démocrates. Voilà, c'était pas un bon calcul. Puis aussi, Kamala Harris est allé chercher les vedettes du show business. Des gens comme Taylor Swift, voilà, parce qu'on lui avait expliqué qu'elle était capable de remonter le PIB du nord de l'Europe, et donc elle s'est dit qu'avec un peu de chance, ça allait remonter sa cote. Et en fait, on est en train de se rendre compte que quand Bruce Springsteen fait un concert avec un candidat à la présidence des États-Unis, le candidat perd. Voilà, il a déjà fait perdre Hillary Clinton, il vient de refaire perdre Kamala Harris. Voilà, donc il ne suffit pas de chercher des influenceurs, il faut trouver les bons. Voilà. Trump a un meilleur réseau. Xavier Van Leer, d'un mot là-dessus ? Oui, j'ai le sentiment que Trump a ringardisé, la campagne de Trump a aussi totalement ringardisé les démocrates. Alors, on voit ça de ce que c'est ici de l'Atlantique, donc je ne me risque qu'à des hypothèses, mais je pense qu'en allant chercher les médias alternatifs et de nouveaux médias, il a ringardisé un camp qui s'appuyait sur de vieilles institutions un peu doctes. Il a ringardisé... il y a une sorte maintenant de découplage entre le progrès technologique grâce à Musk et le progressisme sociétal. C'est-à-dire qu'on avait du côté des démocrates, on avait le progressisme sociétal avec une espèce de lubie nombriliste ou carrément en dessous de la ceinture, enfin des choses assez avec peu d'ampleur, et de l'autre côté quelqu'un qui misait à fond sur la technologie, qui promet d'aller sur Mars, etc. Et donc ce découplage entre un élan
extrêmement sur les nouvelles technologies et le progressisme sociétal est, à mon avis, une des clés. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'Américains, au-delà des classes populaires qui souffrent, c'est une réalité du vote Trump, bien entendu, mais au-delà, il y a une sorte d'élan un peu pionnier qui fait partie de leur identité et sur lesquels il a extrêmement bien joué. C'est-à-dire que les autres faisaient vraiment, je sais pas quoi, comme une salle de classe avec des profs qui ronchonnent, quoi. Vous voyez, quelque chose d'un peu rance comme ça. D'un peu rance, d'un peu replié sur soi. La salle des profs dans le lycée public, comme ça. Enfin, c'était assez nul, alors que de l'autre côté, il y avait de l'enthousiasme, il y avait une forme de joie aussi. Une forme de joie, alors que les autres sont toujours ils donnaient des leçons, c'était pénible. Avec Musk et d'autres, il y avait une sorte d'élan. Et enfin, le dernier élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est que il a pris en compte le changement géopolitique majeur. C'est-à-dire que les autres, le logiciel néoconservateur a pu être quelque chose qui a parlé aux Américains à une époque, parce que ça titillait leur messianisme, mais la façon dont Trump s'est positionné comme un faiseur de paix, de repositionner les États-Unis comme une puissance non hégémonique, eh bien, c'est aussi la prise en compte de quelque chose que tout le monde ressent. C'est-à-dire que le monde multipolaire, en fait, n'échappe à personne. Tout le monde a compris que la Chine était devenue une grande puissance, tout le monde a compris que l'Inde, il allait falloir compter avec elle, tout le monde a compris que la Russie était revenue dans le jeu, et que donc ceux qui nient ça ou qui veulent aller contre cette marche de l'histoire, parce que l'histoire a quand même de temps en temps un peu un sens, eh bien, passent pour des types qui sont dans une bulle et qui voient pas le monde. Alors que Trump, lui, en positionnant l'Estonie d'une autre façon, eh bien, passait pour quelqu'un qui est capable de voir que le monde a changé. Alors face à tout ça, évidemment, les autres, ils passaient vraiment pour des passéistes. C'est-à-dire que Trump n'était pas seulement un conservateur, c'était en quelque sorte un novateur, quelqu'un qui était capable de saisir les grandes évolutions et les nouveaux clivages. Voilà. Un mot, Jean-Yves, peut-être. Dernier point, quand même, qu'il faut dire. Il y aura la question du wokisme aussi. Est-ce que ça peut être un espoir pour nous ? C'est le rejet total de toute forme de diabolisation. C'est-à-dire, il dit ce qu'il a à dire, ce qu'il pense devoir dire, il combat ce qu'il pense combattre, il ne se préoccupe pas de savoir si ça va tousser dans les salles de rédaction, si ça va plaire à ses adversaires. Il ne s'intéresse pas à ce qui plaît à ses adversaires, contrairement à d'autres dans d'autres pays. Oui, j'y pensais ce midi, je me disais, c'est un peu un Jean-Marie Le Pen qui a réussi. Oui, écoutez, alors je vais vous faire une confidence. Moi, je vois régulièrement Martial Bild, qui était auprès directeur de TV Liberté. Directeur de TV Liberté, qui était auprès de Jean-Marie Le Pen. Et on s'est rencontrés le lendemain du jour où Trump avait débarqué en éboueur, là. Voilà, bon, voilà. Et on s'est dit, il a dû avoir des tas de gens autour de lui qui lui ont dit « Président, surtout, faut pas le faire, etc. » Ça nous rappelait des souvenirs, et il l'a fait. Et c'est vrai que la personnalité, si on compare à la politique française, la personnalité la plus proche de Trump, c'est Le Pen. Enfin, Le Pen, Jean-Marie, pas Le Pen, Marine. Oui. Et ça peut peut-être aussi être une inspiration, c'est-à-dire ce style, précisément, un peu rentre-dedans, un peu on s'en fiche de déplaire à ses ennemis, ça peut être intéressant. Xavier Van Lierde. Ah oui, alors je suis entièrement d'accord. D'abord, il a une capacité d'incarnation. À l'évidence, les classes populaires américaines se reconnaissent dans Trump. Mais il y a autre chose qui le distingue de Marine Le Pen, c'est que leur électorat peuvent avoir des points similaires. C'est-à-dire effectivement les déclassés de la mondialisation, les perdants de la mondialisation. Mais il y a deux façons de s'adresser à ces gens-là. Il y a la première façon, c'est celle de Marine Le Pen, qui ressemble en fait beaucoup plus à celle du Parti démocrate, c'est-à-dire de les voir comme une clientèle et leur dire « Maman va vous protéger, vous allez avoir des chèques, et dans un système de redistribution, vous serez mes chéris, vous serez mes préférés à la place d'autres. » Bon, premier étage. Trump, c'est autre chose. Il leur dit pas ça. Il leur dit pas je vais te protéger, je vais te donner des chèques. Il leur dit, d'une part, ça c'est très américain, je vais vous donner la possibilité de réussir, mais surtout, il leur redonne de la fierté et une forme de capacité à peser dans l'histoire. Il leur permet de s'identifier à quelque chose de valorisant. C'est-à-dire que le père qui, lui, leur dit « je te remets dans la liberté et je reconquiers ma place dans ce monde ». Redonne en quelque sorte une sorte de fierté virile, en quelque sorte, aux classes ouvrières, et c'est pas du tout la même chose qu'aller dire « je vais vous consoler ». Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque terriblement au RN aujourd'hui, alors que ça ne manquait pas au Front National. C'est-à-dire que je pense qu'un Français de milieu populaire qui souffrait de la fermeture de son usine, eh bien, à travers la figure d'un Jean-Marie Le Pen se dressant, et comme Trump disant « fight, fight, fight », eh bien,
on mobilise des ressorts qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais qui sont toujours très très importants, notamment dans ce type de scrutin. Voilà. Oui, la question de la dignité et de la fierté de l'électeur et du peuple et du citoyen en général, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, mais qui a tendance effectivement à être complètement oublié aujourd'hui, où on est effectivement à l'ère de la victime. On ne considère plus que cet aspect-là. Oui. Et parce que pour incarner cela, il faut du courage, il faut transgresser. Et donc, ça a évidemment un coût. Mais enfin, ça peut aussi rapporter gros, comme on vient de le voir. Bon, écoutez, sur ces propos d'espoir, on va passer à un autre sujet. On va d'abord écouter un petit message de Radio Courtoisie et on revient dans 1 minute. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci d'avance, chers auditeurs. Si vous voulez bien soutenir notre radio, si cette émission vous plaît, si ce que vous y entendez vous apporte à la fois de la satisfaction, de l'information, des idées et des arguments pour débattre dans votre propre cercle, j'en profite pour vous rappeler donc que nous allons bientôt attaquer le marathon du don. Donc, c'est-à-dire que tous les dons qui seront faits à Radio Courtoisie à partir du 1er décembre seront doublés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner maintenant, parce qu'on a toujours évidemment besoin de moyens pour produire nos émissions. Mais voilà, n'oubliez pas, on compte vraiment sur vous d'ici la fin de l'année, parce qu'on a absolument besoin de lever encore au moins 120 ou 150 000 euros pour finir à l'équilibre, pour financer les prochains projets de la radio. Donc voilà, vraiment, si vous appréciez notre radio, n'hésitez pas à nous soutenir. Et sachez donc qu'à partir du 1er décembre, tous les dons sont multipliés par 2. C'est-à-dire, si vous faites un don même de 5 euros, ça nous fera 10 euros. 100 euros, ça nous fera 200 euros. Voilà. Donc vraiment, on compte beaucoup sur vous en cette fin d'année. On se tourne maintenant, après cette page promotionnelle de réclame, vers Thomas Morales. Donc Thomas Morales qui vient de publier deux ouvrages, donc Les Bouquinistes aux éditions Héliopole et Tendre et la province aux éditions Équateur. Alors, c'est la petite parenthèse de douceur, de nostalgie. C'est une promenade en province. Et c'est aussi une géographie. Ce sont des rêveries, donc 2 rêveries d'ailleurs, oui. Qui nous emmènent dans cette France de la douceur de vivre, quelque part entre Michel Déon, Denis Tillignac, et un petit côté Benoît Dutertre qui passerait la tête dans un film de Claude Sautet. Je ne sais pas si Benoît Dutertre, alors c'est un peu plus ronchon que vous. Vous n'êtes pas ronchon. Non, j'aime pas. Ça passe assez mal en littérature. Il ne faut pas trop d'amertume. Il faut quand même... j'essaye d'avoir un ton partageur. Voilà. Mon terrain d'élection, c'est la nostalgie. J'essaye de faire partager Monsieur Nostalgie. Monsieur Nostalgie, voilà. Je fais beaucoup de chroniques avec le pseudo de Monsieur Nostalgie. Oui, c'est de faire découvrir, alors dans les bouquinistes, des personnalités, on va dire, du monde du spectacle, des écrivains, acteurs, chanteurs. Alors c'est ce que je me disais aussi. On sent, le souffle, j'allais dire l'haleine de Blondin, mais on sent le souffle aussi un peu blondinien dans. Oui, je pratique la chronique. Voilà. Je suis pas du tout un essayiste. Dieu m'en garde. Je fais de la chronique buissonnière. Donc évidemment, Blondin, c'est une des grandes références de la chronique. Vous avez cité Jacques Perret, évidemment un très grand chroniqueur. Et moi, je me mets j'espère, dans l'héritage d'un Kléber Hédens. Voilà. Kléber Hédens qui a beaucoup écrit pour la grande presse et qui tenait, il y a quelques livres, qui tenait une sorte de journal de sa province. Et j'adorais ces livres-là où il pouvait parler, je ne sais pas, de Mauriac, passer à une corrida et puis ensuite aller sur un spectacle de musique. Voilà, moi, ce côté éclectique, bazar. Et un côté un peu foutraque et bazar me plaît beaucoup. Ça donne le goût d'une époque et plutôt les 30 Glorieuses, on va dire. Et c'est exactement ce que plutôt même si chez les bouquinistes... ça, c'est forcément un peu d'actualité, parce que ne serait-ce que le texte qui donne son titre. Oui, c'était... j'ai pas été... de la volonté j'ai pas été de supprimer les bouquinistes. Voilà, j'ai pas été le premier, mais vraiment dans les tout premiers à écrire une chronique de défense des bouquinistes dans le Figaro. Puisqu'il m'a donné l'idée de développer cette idée-là. Je m'imaginais pas... Mais vous les avez sauvés, les bouquinistes ? C'est pas moi. Il y a eu un porte-parole et une association des bouquinistes, mais il se trouve que
j'ai l'habitude de faire beaucoup de chroniques tout au long de l'année. Elles n'ont pas un écho incroyable. Vous avez 2-3 amis qui vous disent tiens, là tu t'es un peu pas foulé ou là c'était bien. Avec cette chronique sur les bouquinistes, c'est pas ma chronique en elle-même, mais le sujet a eu un retentissement incroyable. Ça s'est partagé en des dizaines, des centièmes. Oui. Et après, j'ai pas été le seul. Il y a beaucoup de journalistes qui ont emboîté le pas et pour la défense. Bon, finalement, les bouquinistes sont restés. Ils n'ont pas fait un très bon chiffre d'affaires pendant le mois de juillet et d'août. Mais bon, on n'a pas enlevé les fameuses boîtes. Ils ont survécu. Ils ont survécu, même si ça reste relativement difficile. Oui. Je crois qu'ils peinent même à recruter. Il y a des boîtes qui sont vides. Disparaissent progressivement. Oui. Alors, vous parliez donc on parle de province, évidemment, donc Tendre est la province, mais c'est aussi une géographie de l'enfance. Vous parlez aussi des 30 Glorieuses. C'est vraiment ancré, en fait. Donc c'est les terres centrales, comme je les appelle. Étant né, si j'ai bien compris... C'était mieux avant. Si j'ai bien compris, étant né en 1970, vous n'avez même pas connu les 74. 74. Vous êtes arrivé après les 30 Glorieuses. C'est pour ça que je peux en parler plus librement. Nostalgie d'un monde que vous n'avez pas connu. On écrit toujours quelque chose et on fantasme toujours, même si je ne veux pas passer pour un passéiste, encore que ça ne m'embête pas de passer pour un réactionnaire. Mais, un nostalgique. Oui, et donc je parle de ma province, donc du Berry, voilà, je suis né à Bourges, et de cette campagne, voilà, de l'harmonie de ces paysages qui vont des terres agricoles jusqu'au bord de Loire et les fameux vignobles que tout le monde connaît, Sancerre, Pouilly, Menetou-Salon, voilà. Alors, vous faites aussi un éloge de la mobilette. Ça, c'est quoi ? C'est la liberté du petit provincial. Alors, oui. On ne parlait pas de mobilité à cette époque-là. Le vélo électrique, c'est pareil. Ouais. Oui, aujourd'hui, oui. Non, mais la mobilette, c'est toute l'enfance. Alors, ce sont des petits portraits, voilà. J'essaie de, par touche un peu impressionniste, je fais un portrait de la mobilette et dans ma campagne, je voyais traverser la place de mon village souvent des retraités en mobilette et sans casque. Évidemment, ils ne portaient pas un casque. Ils roulaient à 20 ou 25 km/h et ils avaient, au lieu d'un casque intégral, homologué, demandé, aujourd'hui, ils avaient une casquette. Voilà. Et ça, je trouvais ça très drôle, c'est très poétique. Vous voyez un petit vieux qui traverse la place du village à 20-25 km/h avec une casquette. Les gendarmes, à cette époque-là, ne le sanctionne pas et considère que c'est quand même pas un crime contre l'humanité de ne pas avoir un casque, parce que c'était déjà obligatoire dans les années 80, le casque. Donc je trouve c'est une version un peu à la Sampé d'une image de mon enfance. Vous faites aussi un éloge des rebouteux. Vous en avez connu ? Ah bah oui. Oui, on passait notre vie dans le Berry. Chez les rebouteux, oui. Même si je suis pas au pays de la sorcellerie, qui est un peu plus... qui se rapproche de la Sologne. Voilà, moi, je suis plus proche de la Loire, plus proche du Piton de Sancerre. Voilà. Mais... Alors, vous nous dites aussi que vous êtes un berrichon breton. Oui, parce que je me suis marié avec une Bretonne. Oui. Voilà, donc là, c'est la cohabitation avec deux mondes, avec une fille de militaire. Et je dis Bretonne, Finistère, et Finistère Nord, une Léonarde, si mon épouse m'écoute, du pays du Léon. Voilà. C'est extrêmement important pour elle. Donc, depuis 25 ans, j'ai toute une belle famille en Bretagne. Donc, j'ai découvert cette région-là et je l'adore. Voilà. Si j'avais les moyens, j'y habiterais. Mais la Bretagne vend très très cher ses mètres carrés, surtout avec vue sur la mer. C'est quasiment impossible pour les autochtones, mais même pour les berrichons comme moi, bretons, on va dire, d'adoption, c'est presque impossible de pouvoir vivre en Bretagne avec un petit morceau de littoral à 100 ou 200 mètres. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous essayez de réhabiliter dans vos livres ? Est-ce que c'est justement cette France un peu qu'on oublie ? Est-ce que vous... J'essaye... Vous me connaissez, je suis venu plusieurs fois. C'est pas un programme, c'est pas un programme politique, mais malgré tout, ça le devient. Voilà, c'est presque une petite forme de résistance. Voilà, vous savez, on dit plus la province, on dit les territoires. Ces âneries technocratiques là. Les territoires, les régions aussi. Oui, les régions. On dit en région. Moi, je connais que les départements, les départementales. Je sais même pas ce que ça veut dire. Vous voyez, une région. Donc là, c'était un peu. Il y a quelques pics contre la modernité, mais c'est pas.
c'est peut-être pas l'essentiel du livre. C'est un sorte de moment de partage, et j'espère de bonheur partagé avec mes lecteurs. Et peut-être, quand je dis un acte de résistance, la province n'était pas tellement finalement attaquée, c'est qu'elle était complètement oubliée. Voilà, on avait disparu. Maintenant, on parle de périurbain, vous avez disparu, mais c'est pas depuis hier. Depuis 30 ans, on avait quasiment disparu. Moi qui viens d'un village, je suis né dans un village de 1800 habitants. Bon, j'ai l'impression que toute ma jeunesse, on n'existait plus. Et il y avait d'autres réalités qui avaient pris l'ascendant médiatique. C'était généralement les villes et leurs banlieues. Et je lève juste le doigt. Voilà, je dis juste le doigt. Il y avait d'autres gens, mes amis, ma famille, peut-être des millions de Français qui vivaient en dehors des grandes villes, même si évidemment il y a vous parlez aussi des villes, des petites villes moyennes justement. Oui, moi je parle, quand je parle de province, c'est souvent de la sous-préfecture, et la sous-préfecture étant le plus gros échelon, on va dire. C'est entre le chef-lieu de canton et la sous-préfecture. Ce qui est assez particulier, et en plus dans des départements ruraux et assez éloignés des capitales régionales. Alors comment est-ce que vous avez vécu, pour revenir peut-être justement à une forme d'actualité, le phénomène gilet jaune? Est-ce que vous vous êtes senti associé à ça? Est-ce que c'est votre province, plus vraiment votre province? Oui, elle est. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des ronds-points dans des petites villes de 5000 habitants où on a vu dès les premiers samedis des gens se rassembler. Et je me souviens surtout peut-être du début de ce mouvement-là. Et j'avais été étonné de voir un mélange de populations, de catégories socio-professionnelles. Il y avait effectivement alors que des travailleurs souvent pauvres, mais aussi des petits chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. Il y avait une sorte de coagulation qui n'est pas habituelle dans les rassemblements politiques que je vois à la télévision. Il y avait quelque chose qui se passait. Mais personne ne pouvait savoir. Vous avez écrit sur les Gilets jaunes ou pas, tiens? J'ai très peu écrit, parce que j'évite. C'est par plaisir, hein. Je préfère les sujets culturels, même si les sujets culturels sont évidemment des sujets politiques, mais le seul papier, ça va vous faire rire, que j'ai écrit sur les Gilets jaunes, lors d'une manifestation, donc je sais pas, on est en décembre, à Paris, il y avait eu un peu de casse, je crois que ça se passait au-dessus de l'Opéra, et il y avait une déesse garée, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait une déesse blanche garée sur le trottoir, et elle avait été le seul véhicule épargné par les manifestants. C'était assez extraordinaire. Donc j'avais fait un papier, personne n'avait touché à cette déesse-là. Vous aviez d'autres marques de voitures allemandes un peu plus prestigieuses qui avaient été saccagées avec volupté, on va dire. Oui. Et la déesse, il y avait comme... On touche pas à la déesse. Il y avait quelque chose, et j'avais fait un papier sur... Finalement, oui, il y a quelque chose de très beau dans la déesse, et d'identité française. Et dans le comportement de ces gens, c'est intéressant. Et oui. Ils savaient qu'il y avait c'était leur patrimoine. Et ils avaient raison. Le patrimoine roulant est aussi important que le bâti. Xavier Van Lier, vous avez été, alors vous êtes provincial, vous êtes belge en plus, mais vous avez aussi été belge un gilet jaune également. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette déesse préservée? Habitant le Vaucluse, j'ai effectivement vu aussi les premiers gilets jaunes, parce qu'il y a eu une sorte de mutation ensuite, parce que au départ, effectivement, on retrouvait énormément de travailleurs pauvres, d'artisans, de petits commerçants aussi. Enfin, c'était un mouvement initialement très poujadiste en réalité. Et puis, dans un second temps, eh bien, ces gens-là ayant besoin de travailler, eh bien, ils se sont éloignés et ne sont plus restés sur les ronds-points que ceux que les premiers appellent des cassos. Il y a quelques alcoolos, les traînent la patte du coin. C'était un peu triste, c'est une forme de dégénérescence. Alors, je suis désolé parce que je prends la parole alors qu'on devrait parler de la nostalgie de la province, mais le premier rond-point, c'est déjà de la nostalgie. Les gilets jaunes, maintenant. La première fois que j'ai vu ce rond-point, il y avait un gars dont l'entreprise, c'était l'entreprise d'élagage. Alors, il y avait toutes les voitures de ces artisans qui étaient rangées comme à la parade sur le côté, mais extrêmement bien rangées. Et au milieu du rond-point, dessus, c'était un terre-plein, il y avait un camion avec une nacelle pour l'élagage. Et sur cette nacelle, l'artisan avec d'énormes lunettes, des jumelles qui permettaient de guetter l'arrivée des gendarmes. Et on sentait que c'était un dispositif quasi militaire. Et là, on se prenait à rêver.
Alors je fais le lien avec notre précédente conversation de Trump, mais on a un peu l'impression que c'était un mouvement qui aurait dû être entendu et écouté depuis le début, qui aurait été très positif, et en le laissant volontairement pourrir, on a raté quelque chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait un sursaut, il y avait un volontarisme, il y avait un renouveau d'énergie qui est celui des provinces pour y vivre. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'énergie, énormément de colère aussi. Et en ce moment, il y a une petite ambiance crypto-gilet jaune, on ne va pas se cacher. Je sais pas ce qu'en pense Thomas Morales, mais moi, ce que je ressens, c'est une énorme colère fiscale, une énorme colère face à l'ampleur des déficits et des dépenses nuisibles, la façon dont l'argent est utilisé et qui ne demande qu'à être recueilli. Et quelque chose comme la France des oubliés, mais des oubliés parce qu'ils travaillent et qu'ils ne causent pas de problème. Oui, voilà. Des gens dignes, effectivement, et modestes. Des gens dignes, bien élevés et modestes. Voilà. Exactement. C'est un peu, c'est la France qu'évoque parfois Gabriel Cluzel, la France bien élevée. Et c'est aussi un monde qu'on retrouve dans vos livres, Thomas Morales, c'est-à-dire cette France des gens un peu modestes, un peu ouvriers, qui lisent le journal, qui regardent la télé. Oui. Vous parlez, je crois, je ne sais plus dans lequel, mais des villages qui deviennent bleus. La nuit avec les écrans de télévision qui s'allument un peu partout. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est très compliqué. Elle a souvent été caricaturée. Donc effectivement, je suis d'accord avec notre ami. Oui, il y a une colère qui sourd comme ça. Alors comment elle peut éclater? Ou est-ce qu'elle éclatera ou pas? C'est très difficile de le savoir. Mais moi, c'est pas le sujet de mon livre, mais malgré tout, dans certaines chroniques, c'est aussi la manière dont les médias ont traité les provinciaux, qui est quand même inadmissible. Voilà. Soit ce sont des cutéreux, des bouseux. Moi, je parle des années 70-80, et effectivement, elle s'est déclassée aussi, la province, pendant les 20 dernières années. Mais il y avait des classes moyennes relativement cultivée. Voilà, dans toute cette province. Oui, mais on a un peu oublié. Toute cette France qui lisait le journal du matin aussi. Oui, il y avait la PQR dont vous faites un éloge. La PQR, moi j'ai appris mon métier de journaliste dans la PQR, ce qui est le lien avec Denis Tillinac. Moi, c'était dans le groupe, comme lui, en gros, dans le groupe La Montagne. Voilà. Oui, il y avait une dignité, vous avez raison, une sorte d'allure. Alors, on peut peut-être pas en sortir un théorème général, mais il se retrouve quand même cette dignité-là dans mes acteurs, voilà, dans mes chanteurs. Quand je parle souvent de la bande du Conservatoire, les gens autour de Belmondo, il y a une allure, une dignité. Quand vous avez, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret, Claude Brasseur, Bruno Kremer, Claude Rich, je vais vous en citer un certain nombre d'acteurs. C'est pas des types qui ont été cachetonnés à la télé ou pleurnichés pour quelque chose. Vous voyez, il y a une sorte de colonne vertébrale, voilà. Et nous, on était impressionnés. C'est pour ça peut-être la différence. On savait que c'était des stars. Ils venaient pas réclamer un 14e mois ou. Et donc, on a été aussi nourris. Notre imaginaire a été nourri avec des hommes de caractère. Là, je prends des artistes. Cette forme-là, on la trouve. Des écrivains, des écrivains, évidemment, ce qu'on rencontre peut-être un peu moins. Oui. Alors ça sera un sujet qu'un jour j'aimerais bien traiter, c'est précisément cet effondrement des colonnes vertébrales, dans tout un pan de jeunesse. C'est pas pour faire le vieux con, mais je pense quand même que c'est important de le traiter un jour. Alors, malheureusement, le temps passe. Thomas Morales, donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Tendre et la province aux Équateurs, de Les bouquinistes à Héliopole. Est-ce que cette province d'avant que vous aimez, elle existe encore? Est-ce qu'on la retrouve quelque part? Et si elle n'existe plus, où est-ce qu'on peut en retrouver des échos? Ouais, c'est difficile à savoir, ça. Très difficile à... Quand vous rentrez chez vous dans le Berry, est-ce que c'est encore un peu comme avant? Très difficile à dire, c'est parce que c'est un mélange, je le dis, je suis assez sincère. Il y a, l'invité le dit très bien, notre ami, il y a des forces vives dans cette province. Moi, je suis à cheval entre la ville et la province, donc je suis ni un vrai urbain, ni maintenant un vrai provincial. Et j'avoue, j'aime aussi le délitement de cette province, qui est dramatique pour les gens qui y vivent, mais il y a une sorte de... pour moi, elle est éminemment littéraire. Voilà. Donc, ce cadre-là, c'est un cadre littéraire à la Simenon. Et donc, j'ai un goût. Mais quand on y vit tous les jours, mes parents y vivent. J'ai des vieux parents qui vivent à la campagne. Et je connais évidemment la montagne de difficultés, ce que c'est en matière de transport, de santé, enfin, ce que tous les Français savent. Donc, c'est à la fois, je veux qu'on parle des provinciaux,
Et puis, j'ai ma vieille nostalgie. J'aime aussi un monde qui s'efface, un peu fantomatique. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Thomas Morales. Donc, merci. On retrouve cette France, justement, qui survit quand même, hein, justement, à travers toutes ces évocations, donc les bouquinistes, à travers des acteurs, à travers des écrivains, à travers des petits objets du quotidien. Je parlais de la mobilette, il y en a d'autres, là, à travers les rebouteux, à travers 1000 petites chroniques, donc Tendre et la province également. Il nous reste quelques instants pour parler du Forum de la dissidence. Donc, budget de l'État, dépenses nuisibles, donc le samedi 16 novembre, de 9h30 à 18h30, en partenariat avec Radio Courtoisie. Polémia organise donc son 10e Forum de la dissidence, avec au menu un thème d'actualité, puisqu'il s'agit de juguler les dépenses nuisibles. Alors, est-ce que, Jean-Yves Le Gallou, vous pouvez nous présenter un peu le thème ? Oui, alors, si vous voulez, quand on parle de dépenses publiques, le discours dominant, c'est il faut des moyens pour le service public. Il faut des moyens pour l'éducation nationale, il faut des moyens pour les hôpitaux, mais il faut des moyens pour la justice, il faut des moyens pour la police. On ne se pose jamais la question comment on utilise les moyens. Et on part du principe que toute dépense publique serait par nature positive. Oui. Ouais. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des dépenses publiques utiles, bien sûr, mais il y a aussi des dépenses publiques nocives, nuisibles, toxiques. Et c'est ce qu'on va traiter lors de ce forum. Alors, je parle là à grands traits. À grands traits. Dans les dépenses nuisibles, il y a les dépenses d'immigration qui favorisent l'immigration. Il y a les dépenses de transition énergétique qui se débouchent sur des aberrations bureaucratiques, sur l'embellissement des paysages avec les éoliennes, etc. Il y a les dépenses de doublons, triplons administratifs. Il y a 750 agents sous commission. Alors, pourquoi ils sont nuisibles ? Sans compter les hautes autorités de ceci et de cela. Je les mets dedans quand même, mais elles coûtent de l'argent, mais elles compliquent la vie. Elles compliquent la vie des Français, elles compliquent la vie des administrations. Elles sont parfois ouvertement nuisibles quand vous pensez à l'Arcom, qui coûte 50 millions d'euros, qui est une commission de censure, qui va dire ce qu'il faut mettre dans les feuilletons et les gens qu'il ne faut pas inviter dans les radios et les télévisions. Ouais. Voilà. Bon, donc il y a des dépenses véritablement nuisibles. J'en viens d'ailleurs à une catégorie considérable, qui sont les dépenses de propagande. Les dépenses de propagande, c'est ce qui permet à l'ensemble du système de fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses de propagande ? Il y a des dépenses de subvention aux associations immigrationnistes, 2 milliards. Les dépenses de subvention aux associations LGBT. Et encore, là, je ne parle que des dépenses de l'État, pas des dépenses des collectivités locales, oui. Qu'on appelle collectivités territoriales maintenant. Bon, passons. Les dépenses pour les médias de service public, 4 milliards, qui sont des dépenses de propagande. 7 000 € l'heure de production à France Inter, je n'en reviens toujours pas. Ça fait 6 mois que je le répète, mais c'est hallucinant. Les dépenses donc toutes ces dépenses sont des dépenses parfaitement nuisibles, les dépenses de subvention à la presse. Donc vous avez un paquet considérable de dépenses qui sont nuisibles, mais qui maintiennent le système. Vous avez aussi des dépenses nuisibles dans le domaine du logement. Vous avez des dépenses nuisibles. Alors, il y a même, on va vous dire, oui, mais l'éducation, l'hôpital. Eh bien, il y a aussi des dépenses nuisibles dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation. Eh bien, tout simplement, la suradministration. C'est-à-dire que si vous comparez les fonctionnaires, les employés des hôpitaux en France et en Allemagne, les employés d'éducation en France et en Allemagne, vous avez un domaine où il y a un excès en France, et un excès important, à hauteur de 30 à 40%, ce sont les personnels administratifs. Alors c'est-à-dire les gens qui ne verront jamais un malade ou les gens qui ne verront jamais un élève. Alors vous allez me dire, c'est pareil dans la police aussi. C'est pareil aussi dans la police. Vous allez me dire,
il coûte cher. Oui, mais non seulement il coûte cher, mais il donne du travail aux autres. Si vous voulez, les fonctionnaires d'éducation nationale, les bureaucrates de l'éducation nationale, ils vont multiplier les instructions pédagogiques, ils vont multiplier les réformes, ils vont multiplier les exigences apportées aux professeurs de remonter des informations statistiques dont on ne fera rien. Et de ce point de vue-là, le numérique est une catastrophe supplémentaire, parce que c'est beaucoup plus facile pour une administration de traiter, ou de ne pas traiter d'ailleurs, des données qu'on lui remplit numériquement que des données qui auparavant étaient remplies sur du papier. Et donc, si vous voulez, ces dépenses de suradministration de l'éducation nationale, alors là, on est dans le domaine de ces 10-15 milliards hein, pour chaque secteur. Non seulement ça coûte, mais ça rend ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, qui voit le patient, ou le professeur qui voit l'élève, eh bien, on leur charge le sac à dos d'épais pavés qui les rendent moins efficaces. Donc, vous voyez, les dépenses nuisibles, c'est aussi tout cela. D'accord. Alors, vous êtes contre le recours plutôt à l'impôt, parce qu'on pourrait vous dire, après tout, ces dépenses existent et il y a une manière de les régler. En fait, c'est ce que font tous les gouvernements depuis la nuit des temps ou les nuits de la Ve République, c'est l'impôt. Vous êtes contre l'impôt, donc. Alors, il faut dire que l'impôt supplémentaire, si vous êtes un gouvernant, que vous avez un problème de déficit. Alors là, on peut dire qu'il y a un problème de déficit, puisqu'il y a 180 milliards de dépenses de plus que les recettes. C'est pas rien, hein, 180 milliards. Bon. Le déficit annuel, c'est quoi? C'est 150 milliards 180, cette année, 180, on va dire en temps ordinaire, si j'ose dire, 150 milliards. Bon. C'est beaucoup plus facile d'augmenter les impôts. Parce que l'impôt, il est diffusé sur un assez grand nombre de personnes. Tandis que les dépenses, elles bénéficient à des petites catégories, à des clientèles. Voilà. Et je prends un exemple. Créer 4 milliards d'impôts, c'est assez facile. Dire, bon, bah écoutez, les 4 milliards de subventions aux syndicats, ça suffit. Les syndicats, vous avez tout à fait le droit de vivre, mais vous avez des adhérents, vous avez des cotisants, eh bien, vivez de vos adhérents et de vos cotisants. Là, je peux dire, c'est autre chose. Ça ne demande pas tout à fait le même niveau de courage. Vous voyez, quand j'ai énuméré les dépenses de propagande, j'ai oublié les syndicats. Oui, voilà. C'est vrai. Hein? Et alors, à votre avis, comment vous voyez ça concrètement? Je ne sais pas si ça sera évidemment sûrement abordé en détail lors de la journée de Polémia, mais est-ce qu'il y a des mesures phares pour précisément faire ces 150 milliards d'économies, par exemple, si on veut les faire en 2025? Alors, si vous êtes au budget de M. Barnier. Je vais vous dire, au budget de M. Barnier, j'aurais plein d'idées à lui donner. Le plus facile, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire, le plus facile, ce serait de taper dans les dépenses de transition énergétique. Ça, c'est facile. Oui. Facile. Voilà. Après, évidemment, il y a le secteur de l'immigration. Là aussi, mais ça suppose de heurter le politiquement correct. En fait, il n'y a pas d'économie possible sans heurter le politiquement correct. Voilà. C'est ça le sujet central. Alors nous allons le traiter à l'occasion de ce forum de manière assez technique quand même, puisque nous avons nos experts, si je puis dire, mais qui ne sont pas les experts des autres, puisqu'ils connaissent bien le secteur. Le préfet Auboin connaît bien le secteur du logement, par exemple, et le secteur de l'immigration. L'ambassadeur Driancourt connaît bien les domaines de l'aide aux pays étrangers. Fabien Bouglet connaît bien les questions d'énergie. Michel Geoffroy connaît très bien les questions de dépenses publiques et de finances. Philippe Herlin aussi. Jean-Claude Martinez connaît très bien les dépenses du budget européen. Et Mariani connaît très bien, là vous serez peut-être un peu moins d'accord, même si vous l'aimez bien, les dépenses accordées à l'Ukraine, qui sera aussi un sujet qu'il abordera. Donc on va avoir des experts qui vont traiter les choses avec une connaissance technique sérieuse, mais en acceptant, parce que c'est ce qui fait leur force et leur originalité, en acceptant de sortir des convenances politiquement correctes. Oui, en fait, alors, ils ne vont peut-être pas trouver les 150 milliards, mais je vous assure qu'on pourrait quand même
dégager beaucoup d'économies. Dans le domaine de l'immigration, c'est très simple. Il suffirait, ça crierait bien sûr, mais parmi les choses qui sont possibles, ce serait de limiter l'accès aux dépenses de solidarité aux Français ou aux étrangers qui disposent d'un titre de séjour depuis un certain nombre d'années, et pas de donner immédiatement aux types qui arrivent tous les avantages sociaux, parce que c'est une pompe aspirante terrible et une catastrophe en même temps pour les finances publiques. Oui. Alors, est-ce que Philippe Ménard ou Xavier Van Lier, vous avez un mot à dire justement sur ces dépenses publiques, sur ces dépenses nuisibles, sur les manières de les juguler, s'il y en a quelques-unes parmi celles qu'on vient d'évoquer qui vous semblent prioritaires, ou si vous voulez simplement poser une question à Jean-Yves Le Gallou. Philippe Ménard. C'est le concept même de dépenses nuisibles qui est tout à fait intéressant. Et c'est ça qui change radicalement par rapport au débat tel qu'il est mené. Là, on parle d'économiser comme si les trajectoires de dépenses dans leur structure étaient systématiquement justifiées, alors que le fait de dire qu'une dépense n'est pas simplement inutile ou doit être retardée ou attendre de meilleurs jours pour pouvoir être prise, c'est fondamentalement perpétuer le système. Là, la pensée de l'Institut Polomia de Jean-Yves Le Gallou, c'est de nous expliquer qu'il y a des dépenses qui sont nuisibles et nocives, et de deux raisons, enfin de deux ordres. Elles sont nuisibles et nocives parce qu'elles permettent de mettre en place un système qui, lui, est mortifère pour le pays et pour ses populations, ou elles sont nuisibles et nocives parce qu'elles génèrent en fait à terme des dépenses supérieures. Voilà, dépenser pour l'immigration, c'est faire en sorte de faire exploser les dépenses sociales. Donc, on n'est pas du tout dans le calcul, faisons venir des immigrés pour perpétuer notre système social. On est dans un calcul qui est aberrant, qui consiste à faire en sorte de supprimer le fond de la barrique en expliquant qu'elle va mieux se remplir. Voilà. Donc, je trouve que le cadre de réflexion que propose Jean-Yves Le Gallou est tout à fait pertinent. Voilà. Et une fois plus, le fait de dire on va supprimer 3 ou 4 trucs comme dans les 20 000 comités Théodule, c'est intelligent, mais ce n'est pas une véritable réflexion politique. Polomia le fournit. Xavier Van Lier, vous avez 1 minute si vous voulez apporter un mot de conclusion donc à notre sujet. Alors je vais continuer à la place de Xavier. Dans le droit fil de ce qu'a dit Philippe Ménard, je pense que toutes les dépenses aujourd'hui qui sont assises sur la dette sont des dépenses nuisibles, car en réalité nous sommes dans un système dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien ne fonctionne, mais qui arrive à faire croire et à se perpétuer en creusant la dette et en déportant son dysfonctionnement sur la tête de nos enfants, et c'est absolument effroyable. Et donc faire la chasse aux dépenses nuisibles, ce sera aussi une façon de montrer que le roi est parfaitement nu. Le roi est parfaitement nu. Et c'est ça que, à mon avis, que tous les Français doivent comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation dans laquelle on n'a pas encore pris la mesure, en réalité. Et donc cette affaire de budget et de dette est une occasion incroyable, non pas parce que simplement la dette en soi va nous brider et que budgétairement c'est un problème. Non, elle va être le révélateur de la réalité de notre situation et de ce qui a été fait à notre pays pendant les 30 dernières années. Alors, tous ces sujets, vous les retrouverez donc en allant au forum de la dissidence de Polomia. Donc, on s'inscrit en ligne sur le site de Polomia. Je précise que les débats seront animés par une journaliste de Radio Courtoisie qui est Liselotte Dutreuil, donc que vous connaissez si vous écoutez le matin. Merci à tous d'être venus. Merci Thomas Morales, donc auteur de Tendre et la province des bouquinistes. Merci Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine, Xavier Van Lier et Jean-Yves Le Gallou de Polomia. À bientôt.